Nous recevons le préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Merci d'avoir choisi RCI et plus singulièrement au cœur de la vie, au cœur de l'actu, afin de répondre aux questions nombreuses de nos auditeurs. Et vous ne vous interdirez aucun sujet, Philippe Gustin, c'est ce que vous avez dit quand vous avez appelé pour proposer justement de venir. Je confirme. Tout à fait. Pour les auditeurs, c'est simple pour participer. Vous pouvez le faire par téléphone, accéder à l'antenne en composant le 05 90 96 27 27, mais également nous suivre sur le Facebook Live en cours actuellement, ainsi que nous envoyer des commentaires sur le post de l'émission Au cœur de la vie, au cœur de l'actu. C'est sur la page Facebook de la radio. Et nous prévenons tous d'ailleurs, les questions doivent être concises, précises. Même chose pour vous, pour les réponses aussi précises et concises, monsieur le préfet. Je vais essayer. Et c'est parti pour presque une heure de questions-réponses avec Philippe Gustin, préfet de la Guadeloupe depuis mai 2018. Ma première question sera toute simple, monsieur le préfet. Pourquoi avez-vous choisi cette formule ? Pourquoi avez-vous souhaité échanger ainsi avec nos auditeurs ? Parce que c'est quand même une méthode, une formule peu commune. Alors pour plusieurs raisons, mais comme il faut être rapide, dire d'abord que j'ai l'occasion de rencontrer tous les jours des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, et donc là, grâce à vous, je vais pouvoir en contacter beaucoup d'un seul coup. Deuxièmement, j'ai déjà fait cet exercice dans d'autres fonctions, je l'avais fait en particulier quand j'étais ambassadeur en Roumanie, à plusieurs reprises d'ailleurs, et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant d'être en prise directe avec des auditeurs qui posent des questions. Alors parfois, malheureusement, on n'a pas toujours les bonnes réponses, mais là, je vais essayer d'être à la hauteur, parce que je pense que c'est important aussi, dans ma fonction, pour finir, de faire de la pédagogie, et grâce à vous, je vais en faire, j'espère. Pas trop stressé. Pourquoi je serais stressé ? Pourquoi j'aurais peur ? J'ai pas plus peur qu'un automobiliste qui respecte la limitation de vitesse quand il voit un radar, ou un contribuable quand il paye ses impôts parce qu'il a peur d'être rattrapé par le fisc. Donc voilà, non, j'ai pas peur. Quand on n'a rien à se reprocher, en général, on n'a pas peur. Et nous allons tout de suite faire passer son message. Nous allons tout de suite partir au standard 96 27 27 et nous allons tout de suite retrouver André du Gosier. Bonsoir André. Bonsoir. Bonsoir André, c'est à vous. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir Monsieur le Préfet. Bonsoir André. Je vous interpelle aujourd'hui parce que j'ai l'occasion de circuler dans les grands fonds et je m'aperçois qu'il y a des zones de déboisement pour certaines personnes qui font du charbon dans les grands fonds, et je suis assez surpris parce que à chaque fois on se retrouve avec des espèces de trous, des zones où plus rien ne repousse, parce que je me demande si tout cela est autorisé et dans quel cadre ce déboisement est réglementé par les services de l'État. Est-ce qu'il y a des autorisations pour le faire, ou bien s'agit-il de déboisement sauvage ? Ça existe vraisemblablement dans d'autres zones de la Guadeloupe, mais plus particulièrement dans les grands fonds, et c'est assez surprenant, et d'ailleurs beaucoup de personnes sont surpris par cela. Comment l'État contrôle justement ce déboisement pour pouvoir faire du charbon ? Merci André pour votre question. Alors monsieur le préfet, que répondez-vous à cet auditeur des grands fonds ? L'État, il est comme tout autre propriétaire, il contrôle avant tout ce qu'il possède. Et donc, des forêts domaniales État, il n'y en a pas énormément en Guadeloupe. Et je ne pense pas qu'il y en ait dans les grands fonds, mais je n'ai pas la réponse à tout. Et deuxièmement, après, il y a des réglementations par rapport à un risque que l'on peut avoir en faisant ce genre de choses. Je suis en train de réfléchir en même temps que j'essaie de vous répondre, mais s'il s'agit de gens qui font ça sur des parcelles privées, à part le risque qu'il peut y avoir de propagation de ces feux ou de pollution, là je ne vois pas tellement quels sont les outils qui pourraient être à la disposition. Donc il me faudrait un peu plus de renseignements, monsieur, sur l'origine des parcelles sur lesquelles se passe cette déforestation. J'oserais vous dire un peu partout. Donc ce sont la plupart du temps, je pense qu'il s'agit de parcelles privées en tout cas. Oui, c'est là le sujet. C'est à partir du moment où vous êtes chez vous, sauf si en faisant cela, vous apportez une nuisance. Mais je crois que votre question, si je la comprends bien, elle est plus axée sur la biodiversité, sur le fait qu'on abîme notre environnement guadeloupéen, et je peux comprendre votre inquiétude. Vous me permettez que je regarde les choses, et puis surtout, n'hésitez pas à me faire passer plus d'informations sur l'adresse de mon secrétariat à la préfecture pour que je puisse regarder de quoi il retourne. Entendu. Je vous remercie de votre réponse. Je vous en prie. Parfait. Merci beaucoup André.
On va sur le standard, on continue sur le 96 27 27. Nous sommes avec Luc du Lamentin. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est à vous, votre question. Bonsoir. Bonsoir Judith, bonsoir Monsieur le Préfet. Bonsoir Luc. Bonsoir. Ma question, ce serait sur les radars Totorel. Monsieur le Préfet, pourquoi autant de radars Totorel sera implanté ici en Guadeloupe? Je comprends votre parole que vous voulez diminuer la mort sur la route, enfin les morts sur la route, mais quand même, je crois que c'est pas les radars qui vont tuer, qui vont empêcher les accidents. Parce que, pour moi, à mon avis, il n'y en a pas assez de contrôle de gendarmes sur la route pour verbaliser les gens qui ne comprennent pas de ne pas rouler comme des fous ou des folles. Et comme ça, je crois que ça ira mieux. Mais c'est pas les radars. Les radars, Totorel, Monsieur le Préfet, ça va nous stresser, ça va nous rendre dans tous les sens. À chaque fois, il y en aura des problèmes. Et ça fait voir quand même, bon, enfin, c'est des questions posées, mais enfin, je vous le dis quand même, c'est-à-dire que l'argent qui va partir là, Monsieur le Préfet, ça part à Rennes, tous ces argents-là. Mais nous, en Guadeloupe, si on laissait même la moitié de ce qui part à Rennes pour la Guadeloupe, on ne serait pas dans cette misère-là en déficit de tout ce qu'on en a. Alors, Monsieur le Préfet, tout ce que je vous dirai, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas Totorel qui va empêcher les morts. Parce qu'en Martinique, il y en a beaucoup de contrôles, il y a moins de morts dans les accidents. S'il y avait autant de contrôles en Guadeloupe, ça aurait été mieux. Mais... Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis les serpents, si c'était possible d'interdire les serpents entrer ici avec les gens qui les emmènent. Maintenant, il y a des serpents partout, on peut même pas marcher comme on peut. Voilà ce que je voulais vous demander comme question. Est-ce que vous allez pouvoir me répondre sur ce sujet? Merci Luc du Lamentin pour votre question. Et on a constaté que vous avez rebaptisé les radars Tourelle, c'est Tourelle, et non Tourtrelle. Bon, Luc a été long dans sa question, vous me permettrez d'être un peu long, mais pas trop, dans la réponse. D'abord, la réalité de l'insécurité routière, voire de la délinquance routière en Guadeloupe, elle est claire. Nous avons 33 morts aujourd'hui, depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le début du mois de juillet, on a 1 mort par semaine. On a 10 accidents graves par jour. On a donc des centaines de vies brisées, à la fois par des décès, mais aussi par des gens qui se retrouvent pour toute leur vie handicapés ou dans des situations, pour eux et pour leur entourage, leur famille, qui sont extrêmement, extrêmement délicates. Ces chiffres-là font de la Guadeloupe le number one. Nous avons à peu près entre 2,5 et 3 fois plus d'accidents en Guadeloupe qu'ailleurs. Alors d'abord, la Guadeloupe et la Martinique, monsieur, ont été choisis pour être territoire d'expérimentation parce que justement, nous avons une accidentologie très forte. Nous avons aujourd'hui 20 radars qui sont en fonction sur la Guadeloupe. Vous avez tous vécu ça. Qu'est-ce qui se passe quand on approche de ces radars? Eh bien, on freine pour accélérer après. Et donc, l'idée des radars Tourelle, c'est que nous en aurons 100 sur le territoire à terme. 20 seulement seront activés. C'est-à-dire 80 seront des leurres pour justement réduire cette vitesse, parce que j'ai oublié de le dire, 40% des accidents qui ont lieu en Guadeloupe sont dus à la vitesse, 50% sont dus à l'alcool ou à la drogue. Et puis dernier élément de réponse, parce que là je veux tuer une fake news, oui l'argent monsieur part à Rennes, mais il revient en Guadeloupe. L'année dernière, c'est 1,8 million d'euros qui a été versé au conseil départemental, tout petit peu au conseil régional, à charge au conseil départemental de le reverser aux communes pour en particulier faire des travaux d'aménagement de la chaussée dans des endroits qui sont dangereux. Donc, et c'est fait. Comment ? Et c'est fait, parce que vous avez dit à charge de... Oui, c'est fait. Alors, pas toujours avec la célérité et la diligence qui vont bien, mais c'est fait. Et en tout cas, je veux tuer cet argument selon lequel ces radars Tourelle seraient uniquement faits pour taxer les Guadeloupéens. Donc moi, je compte beaucoup sur ces radars Tourelle pour diminuer une mortalité et une accidentologie sur les routes, qui a d'ailleurs déjà beaucoup baissé en Guadeloupe du fait des radars, des 20 radars que nous avons depuis quelques années. Mais ce n'est pas suffisant, parce que derrière, on continue à rouler trop vite. L'accident d'hier en a encore été une preuve. Et on continue à
avoir un vrai problème civique dans la conduite et le partage de la route entre les différents usagers. Je rappelle par exemple l'année dernière, sur 33 morts, la première catégorie c'était les 2 roues, 13. La deuxième catégorie c'était les piétons, 10 morts, dont 5 SDF. J'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a aussi des raisons à trouver ailleurs. Et puis le reste, en tout cas, il faut avoir marché sur 2 pieds. Parce que je rappelle aussi que rien que cette année, nous avons plus de 80 grosses opérations de prévention, parce qu'il faut en permanence faire de la prévention et faire la prévention le plus tôt possible, en particulier à l'école. Et puis derrière, la répression, afin d'éradiquer vraiment cette insécurité routière, parce que chaque mort est un mort de trop, d'autant plus que, j'insiste bien là-dessus, les 33 morts que nous avons eues depuis le début de l'année, toutes ces morts auraient pu être évitées. Toutes. Alors on va rester sur la sécurité routière, on vient de l'apprendre, un nouvel accident justement vient de se produire cette fois vélo contre à voiture. Saint-François, chemin de la Princesse, un cycliste contre une voiture, la victime était en arrêt cardio-respiratoire en 2 jours, 2 accidents graves dont un mortel hier au Lamentin, vous en parliez Moi tout je à ne peux l'heure. pas me résoudre à ça. Vous voyez, ces informations, elles tombent en même temps chez vous, chez moi. Quand j'apprends de nouveau un mort, de nouveau souvent, malheureusement depuis le début de l'année, nous avons plusieurs enfants qui ont perdu la vie. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. La vie n'a pas de prix. Et chaque vie, chaque aussi accident, parce que derrière, il y a des morts, mais il y a aussi énormément de blessés. Je vous dis, 10 accidents graves par jour en Guadeloupe qui nécessitent l'intervention des pompiers. Donc c'est énorme. On va écouter quand même Aramis Arbaud, puisqu'on a vu, il y a toute une liste de communes où des radars tourelles doivent être installés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit couac au niveau de Vieux Habitants ? On a pu l'entendre dans le journal de 13h. Aramis Arbaud, le maire de la commune, puisque l'installation d'un radar tourelle sur le boulevard des Abyssois Sauveurs, dans le bourg, aurait été interrompue hier, selon le maire. Il dit avoir été consulté en 2017 pour l'installation de radars, mais qu'à l'époque, personne ne connaissait les radars tourelles. Alors, apprenant l'installation d'un tel radar dans sa commune, il nous a expliqué qu'il était prêt à vous appeler, monsieur le préfet, pour éviter cette installation, mais que finalement, en appelant tout d'abord l'entreprise concernée, il aurait appris que l'État avait changé d'avis. Bref, un imbroglio, vous allez essayer de nous démêler tout ça. Écoutez Aramis Arbaud, joint par Cécile Rémusat, c'était ce matin. On a eu des réunions de travail avec les services de la préfecture depuis 2017 pour implanter 2 ou 3 radars sur le territoire de la commune et notamment celui du bourg. On était en 2017 et personne en 2017 ne connaissait l'existence de radars tourelles. Donc, quand on a eu à travailler avec les services de la préfecture, c'était sur des radars ordinaires qui prenaient uniquement le volet limitation de vitesse. Maintenant, ces jours derniers, j'ai eu une demande d'une entreprise me demandant de réglementer la circulation pour qu'ils puissent implanter un radar tourelle. On ne peut pas dire non plus que Arbaud s'est opposé à l'implantation de radars et l'État était obligé de démonter ce qu'il avait déjà commencé à faire. Ce n'est pas ça. J'ai téléphoné à l'entreprise, ICO, il me semble qu'elle s'appelle, et qui m'a appris qu'il avait reçu un mail du ministère lui demandant de ne plus monter de radar. Et en particulier celui de Vieux Habitants il avait commencé à mettre du béton, de retirer le béton et les fils, voilà. Alors, suite à cet extrait du maire de Vieux Habitants, y a-t-il eu assez de concertation et est-ce que l'État fait marche arrière ? Alors, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu de la concertation. Le maire a peut-être oublié de rappeler quelques étapes, ou peut-être n'était-il pas là, puisqu'il y a eu à la fois une concertation engagée par mes prédécesseurs dès 2017 pour bel et bien installer des radars tourelles, puisque ça fait déjà 2 ans que nous attendons cette installation. Deuxièmement, en mars 2018, il y a eu un courrier qui a été fait à chacun des maires concernés pour leur demander 2 choses. D'abord, de désigner un référent sécurité routière pour qu'on ait un interlocuteur. Seules 7 communes sur 32 ont répondu. Ça en dit long sur la sensibilité de ce sujet-là. Encore une fois, moi je suis très heureux qu'on parle de sécurité routière parce que ça fait 18 mois que je suis ici et ça fait 18 mois que je me sens bien seul sur ce sujet. J'ai l'impression que les morts se succèdent, les accidents se succèdent et ça ne fait rien à personne. Enfin, grâce à ces radars tourelles, le sujet vient un petit peu sur le devant de la scène et ça permet de faire de la pédagogie. Deuxièmement, il y a eu une réunion, là pour le coup j'étais déjà là, c'était en juin 2018 avec l'association des maires de Guadeloupe, en mairie des Abîmes,
où on a présenté le dispositif, où il y avait la cartographie, où tout avait été bien expliqué. Je ne sais pas si Aramis Arbo était là, mais en tout cas, de nombreux maires étaient là, parce que je venais à peine d'arriver. Donc, il y a eu de la concertation, et de la concertation tellement précise qu'on en a sorti un document commun à élus, c'est-à-dire les maires, le président du conseil régional, la présidente du conseil départemental, que nous avons signé au mois de février dernier, qui prévoyait ces radars tourelles, leur déploiement et la communication autour de ces radars tourelles. Ça, c'est le premier point. Deuxième question que vous me posez, est-ce qu'on fait marche arrière ? Non, on ne fait pas marche arrière. Les choses sont claires, je l'ai expliqué quand j'ai installé le premier radar tourelle du Gosier. Nous allons, dans un premier temps, jusqu'à la fin du premier semestre 2020, déployer 35 radars tourelles avec une priorité, c'est celle de remplacer les radars actuels. Donc ceux qui ne flashent que la vitesse. Et c'est ce qui s'est fait à Sainte-Marie, c'est ce qui s'est fait au Gosier, et nous allons continuer comme ça. Et parallèlement, nous allons préparer le déploiement, donc ils seront 20, sans doute dans le premier trimestre 2020, et puis les 15 autres, notre objectif, je vous l'ai dit, c'est 35 à la fin du premier semestre 2020, nous faisons les travaux de génie civil, c'est-à-dire concrètement ce que le maire a eu dans sa commune à Vieux-Habitants, c'est-à-dire le socle en béton qui permettra d'installer après le radar tourelle. D'accord, il y a eu quand même cette pétition de 15 000 signataires qui circulent sur les réseaux sociaux. Qu'en faites-vous ? Vous en tenez compte ou pas ? Moi j'écoute, je lis, je regarde. Il m'est arrivé aussi moi-même d'être l'auteur de pétitions, donc je sais comment ça fonctionne. Je vous l'ai dit en off, j'ai 5 adresses email. Donc je peux avoir 5 signatures rien qu'à moi tout seul. Donc je peux douter d'abord du nombre, mais même s'il n'y avait que 3000, même s'il n'y avait que 2000, même s'il n'y avait que 1000 personnes, j'écoute quand même. Et puis je regarde les arguments, et vous me permettez aujourd'hui de démonter la plupart de ces arguments. Parce qu'encore une fois, expliquer qu'on va fliquer les Guadeloupéens, alors que dans le même temps, on me demande, c'était Luc tout à l'heure, de mettre des policiers et des gendarmes à chaque coin de rue. C'était ça, l'alternative. Plus de présence humaine, pas forcément des radars. Oui, mais sachant qu'on le fait déjà. On est déjà à 2 ou 3 fois plus de contrôles routiers faits par les forces de police et de gendarmerie. Ça a été intensifié ces derniers temps. Ça s'est beaucoup intensifié parce que nous avons une accidentologie qui ne baisse pas. Et donc il faut... Parce que quand même, je donne un seul argument et un seul exemple. Voilà 44 ans qu'il est obligatoire dans la République française de mettre sa ceinture à l'avant. Nous avons encore, chaque mois, plusieurs centaines de Guadeloupéens qui sont verbalisés parce qu'ils n'ont pas mis la ceinture à l'avant. Et vous savez très bien qu'avoir un accident, même à 50, même à 30 km/h sans avoir sa ceinture à l'avant, eh bien, c'est multiplier, mais de manière idiote, les risques d'avoir vraiment des lésions extrêmement importantes. Nous repartons standard au cœur de la vie, au cœur de l'actu. On va retrouver Pierre de Sainte-Anne. Bonsoir Pierre. Bonsoir. 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 C'est à vous Pierre. Ma question est à monsieur le préfet. Excusez-moi de vous déranger, monsieur le préfet. C'est pour vous demander, est-ce qu'il n'y a pas une loi, je sais qu'il y a une loi qui interdise les feux anti-brouillard. Les feux anti-brouillard ne doivent pas être allumés sans nécessité. Parce que moi, j'étais en métropole. Je suis arrivé un dimanche matin. J'ai pris une voiture neuve. Et vous savez, maintenant, les voitures neuves s'allument automatiquement. À la tombée de la nuit, je me suis fait arrêter par la police. Ils m'ont verbalisé 135 € plus un point pour l'utilisation de feux anti-brouillard sans nécessité. Et quand je vois ici, toutes les voitures, le soir, on ne peut pas circuler, on est ébloui, toutes les voitures, les feux anti-brouillard sont allumés. Alors je me demande, vos autorités compétentes, qui prennent des dispositions à ce sujet. Merci Pierre pour votre question. Là, il y va de ce que j'évoquais tout à l'heure, le civisme sur la route, qui n'est pas aidé là par des aspects techniques. Moi, je circule aussi beaucoup en Guadeloupe, c'est un peu mon métier, et je vois, comme vous, des choses un peu bizarres. L'autre jour, une anecdote, j'étais dans ma voiture derrière, je travaillais, et mon chauffeur me dit « Regardez, monsieur le préfet, ce qui se passe devant ». On était dans la nuit, il était à peu près 23h, et le conducteur devant nous était en train de regarder un match de foot sur son téléphone portable tout en conduisant. Voilà, donc ça, c'est des comportements qui sont extrêmement dangereux, qui peuvent contribuer en tout cas à une accidentologie très forte. Ce qui veut dire concrètement par cet exemple-là et par l'exemple de ce monsieur tout à l'heure, que chacun est responsable. Voilà, c'est le cœur du dispositif, il est là. Chacun est responsable. Quand on a entre ses mains un volant ou un guidon, on doit être responsable. On doit donc s'assurer que sa voiture fonctionne bien, on doit s'assurer que les différents éléments
concrètement, pour ce monsieur, les phares anti-brouillard ne sont pas allumés. On doit se faire en sorte de ne pas faire autre chose que conduire, c'est-à-dire téléphoner, c'est-à-dire regarder un match de foot sur son écran. Voilà, donc il faut vraiment, là aussi, c'est tout le travail de prévention que nous faisons par ailleurs, important, et qui n'est pas propre à la Guadeloupe, on le fait sur tout le territoire, pour faire en sorte qu'il y ait un civisme du conducteur, et je le répète aussi, parce que c'est important, un partage de l'espace public qu'est la route entre les différents usagers, qu'ils soient véhicules, piétons et cyclistes ou de roues. On va continuer sur les radars, puisque nous sommes avec Hervé de Vieux Habitants. Il y était tout à l'heure à Vieux Habitants. Bonsoir Hervé. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je voulais vous dire bonsoir justement à tous les éditeurs. Simplement, je voudrais poser une question concernant la politique. Je comprends bien qu'on veuille diminuer le nombre d'accidents au sein de notre territoire, mais j'ai devant moi justement une enquête qui a été faite en 2018 concernant la sécurité routière, qui a été faite par la DEAL et d'ailleurs la préfecture de la Guadeloupe, où les premiers facteurs aggravants sur le comportement des usagers pour les accidents, c'est 50% d'alcool. Dans le deuxième, non-port du casque. En troisième, les stupéfiants. En quatrième, non-port de ceinture de sécurité. Et en cinquième, donc, la vitesse excessive. Croyez-vous que le fait d'avoir autant de radars va diminuer le nombre d'alcool, puisque ça ne détecte pas les radars, ni les stupéfiants? Je pense qu'il faut déjà en priorité diminuer le nombre de gens qui sont en état alcoolique et qui créent des accidents, y compris des stupéfiants. Et c'est pour ça ma question, c'était est-ce que vraiment la quantité, parce que on dit c'est certes qu'il y en a 80 qui seront du moins des leurs, mais comme on ne sait pas à l'avance, le comportement des gens se feront comme pour celle de Capesterre, c'est-à-dire qu'on va ralentir énormément et il y aura encore plus d'embouteillages. Et je pense que on peut diminuer peut-être le nombre d'accidents en priorisant peut-être sur les gens qui sont alcooliques au volant, mais des stupéfiants. D'accord. Merci pour votre question. Alors, les chiffres que vous avez donnés varient d'une année à l'autre, mais j'avais donné à peu près les mêmes. Un accident sur 2 est dû à l'utilisation de stupéfiants ou d'alcool, 40% la vitesse, et puis vous avez dit le reste, c'est le non-port de la ceinture, c'est le téléphone au volant, qui reste quand même aussi un élément important. C'est l'absence d'équipement, donc vous l'avez dit, l'absence de casque, ou je l'évoquais tout à l'heure, l'absence de ceinture. Il y a naturellement des éléments qui pourront être verbalisés quand on aura toutes les fonctionnalités des radars tourelles. En particulier, le téléphone au volant, l'absence de ceinture, les distances de sécurité non respectées iront au-delà de ce qui sera dans un premier temps, et ça je m'y suis engagé, les radars fonctionneront uniquement sur le volet vitesse. Mais petit à petit, on ouvrira les autres fonctionnalités. Sur le reste, sur l'alcool, eh bien, ça relève des contrôles que nous faisons et qui sont renforcés, en tout cas, que ce soit en zone police ou gendarmerie, pour détecter ceux qui sont en état d'ivresse ou qui sont sous l'emprise de stupéfiants. La technique nous aidera sans doute aussi à terme, vous le savez très bien, puisqu'on l'a déjà en particulier pour certains transports en commun, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas démarrer votre voiture sans avoir soufflé dans un petit réceptacle qui permettra de constater que vous n'êtes pas en état d'ivresse ou que vous n'êtes pas sous l'emprise d'alcool. Peut-être que ça, c'est l'avenir. D'accord. Justement, à ce propos, il y a eu durant ces vacances des soirées où le rhum, les alcools forts étaient interdits. Oui. Donc, c'est dorénavant comme ça dans les soirées privées. Normalement, ça doit être comme ça, mais vous savez, comme c'était mon premier carnaval l'année dernière, j'étais non pas anxieux, mais j'étais extrêmement vigilant à l'accidentologie, parce que pendant la période du carnaval, on a un pic en général d'accidents. Donc on a multiplié les contrôles et on s'est aperçu qu'après, il y a des stratégies qui se mettent en place. C'est-à-dire, et c'est bien ainsi, c'est-à-dire c'est en particulier un dispositif que j'aimerais bien qu'on développe auprès des boîtes de nuit, c'est le dispositif capitaine de soirée. C'est-à-dire, vous partez en groupe. Il aurait peut-être fallu commencer par là. Voilà, ben oui, mais ça s'appelle action de prévention. Préparez les jeunes, vous sortez, vous êtes 5 ou 6, et puis il y en a un qui s'engage à ne pas boire ce soir-là. Sam, c'est le Sam. Et la semaine d'après, c'est un autre, etc. Et tout. C'est-à-dire que les gens, ça fait aussi partie des questions, c'est-à-dire que qu'en est-il de l'état des routes, prévention après répression, ça fait aussi partie des questions nous arrivent. On marche sur plusieurs jambes. Encore une fois, s'il y avait un
outils miracles qui permettent de diminuer, d'éradiquer complètement la délinquance routière. J'appelle vraiment ça aussi la délinquance ou l'insécurité routière. Moi, j'achète tout de suite. Il faut marcher sur deux jambes déjà, en tout cas c'est certain, celle de la prévention et je répète, en agissant toujours sur les publics jeunes, qui peuvent d'ailleurs être un aiguillon pour leurs parents. Hein. C'est dire, papa, t'as pas mis ta ceinture, papa, tu n'as pas le droit de téléphoner là quand tu conduis parce que c'est dangereux. Moi, je compte beaucoup là-dessus. Et puis, il y a le volet répression parce qu'on sait très bien que la prévention seule ne permettra pas de toucher des comportements aussi derrière. Pour l'instant, certains vous diront qu'ils ne voient qu'une seule jambe, en tout cas beaucoup la répression. Oui, mais pourtant, je vous dis, plus de 80 opérations de prévention au cours de l'année. Nous sommes sans doute l'un des départements où nous en faisons le plus. Et pourtant, il n'y a pas de SAM. Je tiens à saluer aussi tous ceux bénévoles qui consacrent du temps, souvent, permettez-moi de le dire, oui, tout à fait. Parce que ce sont des gens qui ont été marqués dans leur propre vie. Je dois saluer ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un préfet, en général, c'est quelqu'un qui a d'autres attributions importantes, etc. Je tenais à le saluer énormément, ça, c'est important. Merci, Christophe. Maintenant, voilà. Alors, ma question, si vous le voulez bien, elle sera brève, elle sera sur l'eau, mais après, j'ai juste une petite question un petit peu plus... Allez-y. Alors, la première question, elle est sur l'eau. On a un gros problème récurrent sur l'eau, concernant l'eau en Guadeloupe, monsieur le préfet. Et comme vous le savez, tout a été dit sur cette question d'eau, la question de l'eau. Le problème, c'est que le problème, je veux dire, l'essentiel du problème, c'est bien évidemment tout le volet que les affaires font ressortir, la presse, que les médias font. On ne veut pas vous presser, mais posez votre question, s'il vous plaît. Le problème, c'est surtout la population, les gens qui ont besoin d'eau. Et quand on aura vraiment, on verra que l'État va mettre en place les moyens, comme on voit dans l'Hexagone. Je prends un exemple tout simple. Quand il y a des coupures d'eau dans l'Hexagone, on le voit à travers le reportage, on voit qu'on livre de l'eau aux gens. Chez nous, les coupures d'eau, il n'y a aucune compensation. Donc j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va vraiment régler ce problème-là, de point de vue régalien, et non de point de vue local, purement local, avec les mêmes acteurs ou d'autres acteurs, avec des changements de statut. Christophe, on va laisser le préfet répondre justement. Alors, permettez-moi, parce que vous avez été long aussi dans la question, je vais emprunter du temps pour répondre, parce que c'est le sujet de l'eau. Pour moi, il est central en Guadeloupe. Je dirais presque que c'est un sujet de société. Avec une alternative très claire. On laisse la situation telle qu'elle est en vigueur, que vous avez expliqué, monsieur, tout à l'heure, se dégrader. Et on va dans le mur. Et c'est toute la Guadeloupe qui risque de mourir derrière. Parce que quand on n'a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc concrètement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie économique. Et on ne peut pas se projeter, je l'ai souvent dit, pour élever un enfant ou pour venir passer sa retraite ici si on n'a pas d'eau. Donc c'est capital. L'alternative, c'est de revoir complètement le fonctionnement de l'eau. Quelques chiffres vraiment très rapides. D'abord, pas de problème de production d'eau. On en produit 2 à 3 fois plus que de besoin. Mais par contre, ça fuit de partout. Selon les opérateurs, qui sont au nombre de 7, ça fuit de 65% à 95%. Donc on perd l'eau, c'est d'ailleurs un gâchis écologique et environnemental phénoménal. Troisième part de l'équation, eh bien, on a aujourd'hui 49% de factures qui ne sont pas recouvrées. Je ne dis pas et je n'ai jamais dit que c'était les gens qui ne payaient pas d'eau. Mais il y a 3 cas de figure. Il y a les gens vraiment qui ne payent pas d'eau parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de service. Il y a les gens qui ne payent pas d'eau parce qu'ils ne reçoivent pas de facture. Et puis il y a des gens qui ne payent pas d'eau parce qu'ils contestent leurs factures. Donc ça, ce dispositif-là met à mal complètement l'économie de l'eau en Guadeloupe. Et puis dernier élément de l'équation, on estime, selon les tours d'eau et selon la manière dont c'est organisé, que entre 15 et 25% des gens n'ont pas d'eau de manière régulière. Comment est-ce qu'on change tout ça ? D'abord, le cœur du problème, vous l'avez dit aussi, c'est qu'on a une organisation de l'eau qui est le fruit d'un héritage, comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont normalement en charge, pour la plupart, de l'eau et de l'assainissement, parce que je mets aussi l'assainissement qui est de plus en plus une problématique inquiétante pour l'avenir de la Guadeloupe, eh bien, ne sont pas en capacité de le faire. C'est-à-dire, ils ne sont pas en capacité de faire le fonctionnement régulier et ils sont encore moins en capacité de faire l'investissement régulier. Et résultat des courses, on se retrouve aujourd'hui avec un État, un conseil régional, un conseil départemental qui pourtant n'ont aucune compétence. Parce que monsieur, votre question derrière, elle pose la question des compétences. Qui est responsable de ça ?
ce n'est pas l'État, ce n'est pas le conseil régional, ce n'est pas le conseil départemental. Et pour autant, parce qu'on est dans une crise extrêmement grave, eh bien, État, conseil régional et conseil départemental ont décidé de suppléer certains des opérateurs qui ne sont pas en capacité. Alors, comment on va sortir de ce tunnel-là ? Là, on est vraiment, aujourd'hui, à la croisée des chemins. Comme je l'ai dit, choix de société. Soit on continue et on va dans le mur et on klaxonne et on accélère, c'est comme la sécurité routière, et puis on va vraiment se retrouver avec une Guadeloupe sans eau, sans assainissement, je ne vous dis pas le détail, ce qui veut dire après derrière sans touristes, etc. et tout. Soit aujourd'hui, on revoit complètement l'organisation du système. Il n'y a pas d'alternative. Et cette organisation du système, eh bien, nous y travaillons là depuis, en tout cas les 18 mois que je suis ici. J'espère que nous allons aboutir et qu'en particulier, on va réussir à monter un système derrière qui fonctionne. Là, vous parlez du syndicat unique de l'eau. Pas seulement. Et d'autres choses. Mais là, la question, c'était vraiment sur quand il y a des coupures, comment est-ce qu'on assure C'est normalement les opérateurs qui sont responsables de ça. Simplement. Mais là, aujourd'hui, de nouveau, pouvez les forcer l'exemple, c'est Christophe, je crois. Oui. L'exemple de Christophe montre très bien qu'aujourd'hui, on a une défaillance de ceux qui sont normalement en charge. Ceci dit, attention. Est-ce que pour vous, c'est une défaillance ? Parce que le SIAG a indiqué que légalement, il n'avait aucune obligation de fournir de l'eau. J'allais dire, nous avons des dispositions qui sont en temps de crise, de devoir pourvoir à l'approvisionnement en eau des populations. Oui. C'est si on a un cyclone, d'ailleurs c'est ce qu'on fait. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas estimer, et c'est comme ça, en tout cas c'est réglementaire et légal, que les tours d'eau, c'est une crise continue. On n'est pas en crise là. Voilà, mais malheureusement non. Vous voyez, et c'est alors que nous sommes en crise. Et est-ce que même humainement, on n'aurait pas pu dire on fournit de l'eau, même si est-ce que c'est pas se cacher derrière un cadre légal ? Non, c'est pas une histoire de se cacher derrière un cadre légal. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vous ayez un robinet devant vous, vous le tournez, vous avez de l'eau, vous la buvez. C'est tout simple. Moi, j'ai pas d'autre objectif. Mais là, la question, c'était vraiment maintenant. La question, quand on tire le fil de tout ça, c'est qu'en bout de course, on a des problèmes organisationnels. Donc, on a vous ne pourrez rien faire pour forcer les opérateurs à mettre des fontaines. Non, parce que légalement, ils n'ont pas cette obligation. D'accord, très bien. Voilà, c'était la question. J'ai une question toujours sur l'eau. C'est Fanfi Marquet qui nous pose cette question. Le service public n'est pas assuré. Pourquoi avoir accepté, alors ça c'est vraiment entre guillemets, c'est Fanfi Marquet qui le dit, pourquoi avoir accepté que la Rénoc multiplie par 2 le prix de l'abonnement et augmenter le prix de l'eau, situation inadmissible. De nouveau, encore une fois, qui est responsable de quoi ? Chacun des opérateurs est responsable de la gestion, normalement, de son fonctionnement au quotidien et aussi de ses tarifs. La réalité de la Guadeloupe, c'est quoi ? On a 7 opérateurs aujourd'hui et on a des tarifs qui varient du simple au triple. Alors, il y a souvent la qualité de service qui varie aussi en même temps, parce que quand c'est le simple, je ne vous citerai pas la régie qui est dans ce cas-là, c'est pas très brillant. Il n'empêche quand même, et ça c'est important que vous me tendiez cette perche-là, c'est que l'évolution vers une structure unique gestionnaire de l'eau sur un territoire de 400 000 habitants ira, et c'est un des objectifs, vers un tarif unique de l'eau et de l'assainissement, ce qui suppose, là aussi vous connaissez mieux la Guadeloupe que moi, il y a une topologie qui est claire, c'est qu'on a un château d'eau qui est sur la basse terre, et puis on a les consommateurs qui sont plutôt sur la grande terre. Donc il faut qu'on change aussi ce modèle qui est complètement, d'ailleurs on est dans le mur, je l'ai dit tout à l'heure, qui permettent d'avoir cette mutualisation et cette solidarité entre toute la Guadeloupe, entre celle qui a l'eau, le château d'eau, et puis celle qui la consomme, et avec, à terme, un prix unique de l'eau et de l'assainissement. D'accord. Bon, vous ne répondrez pas sur en tout cas, ce qui est sur la question de Fanfi Marquet de Facebook, mais c'est ce qui va se faire dans l'avenir. Non, mais attendez, je lui ai répondu. Ça veut dire, ce n'est pas moi qui décide du prix de l'eau des opérateurs. Ce sont les opérateurs qui en décident. Nous allons retourner au standard. Nous allons retrouver Jocelyn. Bonsoir, Jocelyn. Bonsoir, Judith. Bonsoir, RCI, à toutes les composantes. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir, Jocelyn. Monsieur le préfet, ne croyez-vous pas que l'arrêté que vous avez pris concernant la pêche de loisirs, qu'on vous a enfumé sans avoir, je dis, vous m'excuserez du terme que j'emploie, mais sans avoir aucune étude concernant sur les poissons pélagiques. Le benthique, d'accord, je veux bien que sur le benthique, nous ayons des problèmes. Mais sur le poisson pélagique, aucune étude n'a été fournie pour qu'une restriction aussi sévère soit mise à l'index à cet arrêté. Ensuite, comment comprendre
les responsables de la marine ont créé, savez-vous ce que c'est que les brigades bleues? Les brigades bleues ont été créées pour faire sortir des pêcheurs de la pêche et aller s'occuper des sargasses et des poissons-lions. On leur paye 1100 € par mois. On leur donne la possibilité d'avoir de l'essence détaxée. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont sorties du circuit de pêche qui vont faire de la concurrence, je dirais, aux vrais marins pêcheurs. Ne croyez-vous pas qu'il y a un problème? J'écoute votre réponse, monsieur le préfet. Merci, Jocelyn. Alors, l'arrêté de mémoire, je l'ai signé au mois d'août dernier. 24. Et c'est ça, je ne dis pas de bêtises, j'ai le souvenir de ça. Et il est le résultat en tout cas pour ce qui me concerne, de 13 mois de demandes récurrentes au service compétent, c'est-à-dire la direction de la mer, d'être sûr que cet arrêté était d'abord jouable, applicable, parce que moi j'aime bien réglementer les choses, mais je veux être sûr que derrière on puisse l'appliquer, et puis qu'il y ait eu un minimum de concertation avec les acteurs. Il y a eu cette concertation naturellement avec les marins-pêcheurs professionnels. Il y a eu une concertation avec quelques plaisanciers, mais naturellement, ces plaisanciers, ils sont extrêmement divers. C'est-à-dire, ils ne sont pas structurés comme peut l'être la profession des marins-pêcheurs. Qu'il y ait éventuellement, monsieur, et je vous écoute, mais j'ai reçu... d'abord, je suis habitué à ce qu'on critique. On ne tire que sur le manguier qui porte des fruits. Hein. Donc, c'est mon rôle aussi de prendre certaines décisions. Je n'ai pas eu de contestation si virulente que ça de cet arrêté. Mais si vous avez... la preuve en tout cas que cet arrêté aurait méconnu certains aspects, je suis largement preneur. Comme je l'ai dit au premier auditeur tout à l'heure qui a parlé, vous pouvez m'écrire et je vous répondrai pour vous expliquer comment les choses ont été faites. Voilà, il est 15h45. Je pense qu'on va changer encore de thème parce que oui, il faut qu'on avance aussi par rapport aux hommes politiques, finalement, aux hommes et femmes politiques de la Guadeloupe. Vous avez quand même, alors on vous surnomme le bulldozer, le Robocop, mais aussi le gouverneur, ce qui ramène à d'autres temps. On a eu aussi des prises de parole. On va écouter Laurent Bernier, c'était le 7 octobre dernier, lors de sa candidature. Il s'est directement adressé à vous et ensuite on va dérouler un petit peu sur l'attitude avec les politiques locaux. Et je regrette que le préfet ne soit pas là, parce que je pense qu'il aurait entendu tout ce que j'ai à dire, parce que je ne suis pas l'employé de l'État, je suis l'un des représentants de l'État, mais je dépasse les clivages et je dépasse le simple préfet qui bouge, qui change, alors qu'il y ait la paix pour lui, et dans le respect qui lui est dû. Qu'il sache qu'après lui, quelles que soient les fonctions qui sont les miennes, et même si je n'ai plus le titre, je continuerai de m'occuper intellectuellement, psychologiquement et politiquement de tous les services publics. Voilà, alors il y a quand même une certaine défiance d'ailleurs par rapport aux hommes et femmes politiques. On vous a vu aussi très actif dans le déficit, l'histoire du déficit de la CSBT, vous voir convoquer, mettre au courant, il y a un déficit. Là, dans la révocation, vous avez été extrêmement actif. Enfin, le processus de révocation qui a débouché sur la démission finalement de M. Jacques Mangou, à qui le tour après ? Alors, plusieurs choses. Et puis Simon Vainqueur aussi à la Chambre de D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, en créole, on ne frappe que sur des manguiers qui portent des fruits. C'est-à-dire, concrètement, on ne prête qu'aux riches. Ils portent des fruits, eux ? Non, mais je ne laisse pas indifférent, la preuve. Ah, vous parlez de vous. Parce que vous tapez sur quoi alors ? Non, on me tape dessus. C'est ça. On me tape dessus, voilà. Moi, je pense que, et d'ailleurs, on va rester dans un cadre purement juridique pour pas aller sur un cadre politique, d'autant qu'on est en pleine campagne électorale, ça ne vous aura pas échappé, la preuve. Oui. Donc concrètement, moi j'utilise toutes les voies de droit. Reprenez mes déclarations à l'arrivée. J'ai été très clair. J'ai dit que j'utiliserai et je mettrai en œuvre toutes mes compétences, rien que mes compétences et pas au-delà de mes compétences. Quand aujourd'hui, d'abord de nouveau un point de droit, un maire est un fonctionnaire de l'État pour la conduite de l'État civil et la conduite des opérations électorales. Voilà. Mais sur le reste, il est élu. J'ai toujours dit, et je le répéterai ici à votre micro, que c'est des fonctions extrêmement respectables. Aujourd'hui, avec un problème d'attractivité aussi de ces fonctions, parce que c'est une mission qui est extrêmement dure d'être maire, parce que vous êtes confronté
dans la réalité quotidienne à vos électeurs, ce qui n'est pas le cas de certains autres élus qui peuvent être beaucoup plus distants. Et donc, je respecte la fonction. Pour autant, moi, je suis en charge de deux choses en particulier, qui sont le contrôle budgétaire et le contrôle de légalité. Et j'ai utilisé, et je continuerai à utiliser jusqu'au dernier jour ici, même si M. Bernier souhaite que je parte très vite, mais il n'est sans doute pas le seul, mais jusqu'à mon dernier souffle ici en Guadeloupe, j'utiliserai toutes les voies de droit pour remettre et éviter qu'il y ait des choses qui soient faites en termes légaux et en termes budgétaires qui ne soient pas conformes à la législation et à la réglementation. Deux questions très très précises de deux internautes et auditeurs. Tout d'abord, Linette, Monsieur le Préfet, trouvez-vous normal que Monsieur Bangou, que vous alliez révoquer, se présente à nouveau aux élections? Ne pouvez-vous rien faire? Première question. Ah non mais attendez, là heureusement que je ne peux rien faire. Nous sommes dans une démocratie. Il aurait pu y avoir quelque chose s'il était frappé, et ça peut être possible, d'une peine d'inéligibilité pour des faits qu'il aurait produit par ailleurs en termes pénals, mais ce n'est pas le cas. On est heureusement dans une démocratie. Et puis ça me permet de rebondir par rapport à cette question. On m'a accusé sur cette question de révocation, de m'attaquer à un homme, de vouloir être dans une logique de vengeance, de coupeur de tête, etc. et tout. Non, ça aurait pu être un autre. À partir du moment où moi je constate... Est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Je ne vous répondrai pas. À partir du moment C'était ça, la question de départ, il y a une situation qui est quand même catastrophique, qui est visible. Écoutez, oui, 78 millions d'euros de déficit. Arrêtez, 78 millions d'euros, ça commence à devenir un peu têtu. Et puis, c'est pas seulement ça. Je l'ai dit et répété. Quand on commence à avoir des difficultés dans des écoles qui ne relèvent pas, enfin, qui ne correspondent pas là, aux normes pour accueillir du public, voilà. Donc, on a un vrai sujet. Donc, j'ai utilisé la seule voie de droit qui était la mienne, c'est d'enclencher une procédure de révocation. Mais je n'ai rien contre l'homme. On a bien compris. Josie Fischer vous dit aussi, toujours sur Internet, qui veut savoir si vous irez jusqu'au bout dans le nettoyage au niveau de la politique guadeloupéenne. C'est pas une histoire de nettoyage. Je crois que là, pardon de décevoir, qu'il y ait eu, et ça je l'ai déjà dit et je le répète ici, qu'il y ait eu dans les temps passés une certaine lâcheté. Vous voyez, j'emploie un mot fort. Par rapport à qu'on ait fermé les yeux sur des situations qui relèvent, là aussi, encore une fois, d'un cadre purement légal et réglementaire, qui relève du contrôle de légalité. Je veux bien l'admettre. Moi, aujourd'hui, je suis là pour exercer mon métier parce que je fais ce métier-là aussi, pas dans une logique de nettoyage de quoi que ce soit, je suis dans une logique de respect du droit et parce que c'est vraiment ma vocation, et je continuerai à l'avoir, j'espère, jusqu'à mon dernier souffle, où que ce soit, l'intérêt général. Moi, si je fais ce travail ici, aujourd'hui, sur la question de l'eau, sur la question de la sécurité routière, la Chambre des métiers, Simon Vainqueur, son sort et... plein de sujets divers et variés, c'est pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Et j'espère, et je crois, j'ai la faiblesse de croire, que la plupart des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, j'en rencontre, vous savez, j'étais encore ce week-end sur les plages à ramasser des déchets, à Saint-Félix et puis à Vieux-Fort. J'ai vu plein de gens qui m'encouragent, qui me disent de continuer. C'est donc concrètement, ce que je fais n'est pas obligatoirement rejeté. Juste une question avant de continuer sur le standard. Simon Vainqueur, son sort? Là, on est dans une procédure qui est encore en cours, contradictoire. De révocation? Je ne vous répondrai pas. La procédure est en cours. Je me devais de vous poser la question. Elle est en cours, en tout cas. On retourne au standard. Alors justement, on sait que l'économie touristique est un pan important. Alors avant de parler de cette économie touristique, on va justement revenir sur une problématique de notre papillon. Et c'est Rinette de Saint-Claude qui va nous en parler. Il s'agit de chlordécone. Bonsoir Rinette. Oui, bonsoir. Bonsoir Rinette. Judith, bonsoir Stéphanie. Et bonsoir Monsieur le Préfet. Bonsoir Rinette. Donc, j'habite le Sud-Basse-Terre. Et je crois que la plupart des terres de le Sud-Basse-Terre est chlordéconée. Donc, les planteurs qui avaient ces terrains, le louent à certaines personnes qui plantent des légumes, tels du chou, et qui revendent ça soit sur le marché, soit dans les grandes surfaces. Est-ce normal? Voilà. Merci pour votre question, Rinette. Merci Rinette, et je vais vous répondre très directement. Non, ce n'est pas normal. La lutte aujourd'hui et le chantier chlordécone, c'est essentiellement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il faut contrôler, et c'est ce que nous faisons, mais malheureusement c'est énorme, tout ce qui est une économie parallèle et souterraine qui fait qu'il y a des gens soit qui
s'installent sans droit ni titre, soit, vous l'avez dit vous-même, qui payent une redevance et un loyer à des propriétaires peu scrupuleux et qui plantent en particulier des légumes racines qui peuvent être dangereux pour la consommation. C'est quand nous arriverons, et là je suis vraiment très, très, très ferme et très solennel, c'est quand nous arriverons à démanteler aussi complètement ce fonctionnement parallèle d'une économie souterraine qui fait partie de l'environnement quotidien, que l'on pourra diminuer aussi le risque par rapport à la chlordécone. D'accord, mais on a entendu l'ancienne ministre de l'Outre-mer qui a, voilà, dans le cadre de... Elle n'a fait que répéter ce qu'avait dit le président de la République en Martinique, c'est-à-dire la responsabilité. Mais c'est très bien, hein, et je ne peux que souscrire à ce qu'a dit le président de la République, naturellement, et la ministre des Outre-mer. Mais moi, je suis dans une logique de la gestion du dossier chlordécone au quotidien. Et ce qu'a dit Renette, c'est ça le quotidien. C'est de la consommation aujourd'hui de produits issus d'une économie informelle. On en a parlé tout à l'heure avec la pêche. Parce que quels sont les principaux produits qui portent en eux le danger avec la chlordécone ? C'est les poissons de rivière, ce sont les œufs, ce sont les légumes racines, ce sont les poissons mangés à haute dose. Donc concrètement, vous voyez bien qu'on peut sécuriser, c'est-à-dire qu'on peut fournir aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéennes des œufs, du poisson, etc., qui ne soient pas chlordéconés. Mais si cette économie parallèle continue à fonctionner comme ça, bah là, pour le coup, on ne peut pas empêcher ces ventes qu'il peut y avoir de manière complètement libre au bord des routes de produits qui sont pas tracés. Mais c'est quand même important de revenir sur ce qu'a dit Annick Girardin, parce que ce matin, quand je faisais un micro-trottoir, on me disait, mais d'accord, responsabilité partielle de l'État, ou peu importe pour les pourcentages, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que ça ouvre à des réparations ? Là, si on en est là, c'est aussi la faute de l'État. C'est ce qu'a dit Annick Girardin. Oui. Et encore une fois, elle n'a fait que reprendre les propos du président de la République. Et je ne peux que souscrire à ce que dit la ministre. Et une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Moi, je m'inscris aujourd'hui. On peut s'inscrire dans une logique du passé et de recherche permanente de responsabilité et d'indemnisation. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est elle qui l'a dit. Non. Mais ça, c'est un fait qui doit nous conduire, par exemple, à faire aujourd'hui une identification systématique des populations à risque, en particulier ceux qui ont travaillé dans les bananeraies dans les années 72-93. C'est fait. On a à peu près 15 000 personnes qui sont identifiées en Guadeloupe et en Martinique qu'on a réussi à retrouver, ce qui est pas simple, parce qu'on était aussi dans un système, vous le savez, on n'était pas dans le salariat, on était dans des gens qui travaillaient à la journée, avec aussi, il faut le dire, beaucoup de gens qui étaient en situation irrégulière. Donc ça, ce travail, il a été fait avec près de 15 000 personnes que l'on suit aujourd'hui. Et puis, il faut, et c'est ça, je répète, la question de Renette, c'est celle-là qui est la plus importante, c'est de faire en sorte de diminuer le risque d'exposition à la chlordécone en mangeant différemment et en particulier en mettant fin à une production qui est informelle et qui peut être dangereuse. Voilà. Enfin, on a quand même un peu l'impression que l'État, dont la responsabilité est quand même reconnue, ça ne débouche sur rien. Mais attendez, je suis préfet, je ne suis pas législateur. Non, bien sûr, bien évidemment. Donc derrière, il y aura un travail législatif qui va... est en droit de se demander vers quoi ça va. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette émission. Il y a encore beaucoup de questions, notamment sur la lenteur administrative pour obtenir des documents, des papiers. On espère en tout cas qu'on a répondu que vous avez répondu à la plupart des questions de ceux qui ont participé. Il y en a encore beaucoup d'autres. Alors, mais reviendrez-vous parce que vous avez dit que vous alliez revenir. Moi, je reviens quand vous m'invitez. Là, j'avais un peu forcé la porte là pour venir vous voir. Mais là, maintenant, on se connaît. Donc vous allez. Et une dernière question, vous êtes là jusqu'à quand ? Moi, j'ai un CDD d'une semaine. On est quoi comme jour aujourd'hui ? Non. On est jeudi. Je suis là jusqu'à mercredi prochain. Non, en tant que préfet de la Guadeloupe. Ah, mais je ne dis pas de bêtises. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs. Je crois que j'étais déjà parti au mois de juin dernier. 4 mois après, je suis toujours là. Alors justement, moi, je souhaite. Là jusqu'à quand ? Mais c'est pas moi qui en décide, c'est le gouvernement, c'est le président de la République qui nomme les préfets, vous le savez très bien. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que je suis à ma tâche, jour, nuit et même au-delà. Merci Monsieur Philippe Gustin, préfet de Guadeloupe, d'être venu dans notre émission Au cœur de la vie, merci au cœur de l'actu. Merci à vous tous. Merci Stéphanie, on vous retrouve. Merci à tout le monde. Voilà. Et merci d'avoir joué le jeu, tout le monde. Tout à fait. Merci à tous ceux qui ont préparé aussi cette émission avec nous. Dans quelques instants, les infos sur RCI. Il est 15h58 dans un tout petit instant. Au rythme de l'actu, au rythme de la vie, du lundi au vendredi, 15h-16h sur RCI. Hey Zuti, c'est arrivé ? Quoi ?
Le syndicat d'initiative du Moule vous invite à la 3e édition de Domboui en toute sauce. Le samedi 19 octobre à 10h, place de la Liberté. C'est mon avis de manger Domboui en toute sauce, sucré, salé, avec toute qualité farine. Et de nombreuses animations vous attendent. Bail public en live dès 14h avec le groupe Kabiza. Et filé en avant-première, le groupe Réel. Ah, mais bitin, belle. Eh bien, bitin. Et avant mon roi ça. Avec la ville du Moule, la région Guadeloupe, GMA, Apro-en-Bal, Matouba, le CTIG et ses nombreux partenaires. RCI, Énergie, Belle Radio, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, GBH, Air Caraïbes et l'hôtel Arawak présentent le concert événement de l'année, Kassav. Le 14 décembre 2019, le stade de Bemao va vibrer pour ce concert exceptionnel. Plus de contenu, retrouvez RCI Guadeloupe sur sa nouvelle chaîne YouTube.